Nous sommes à Paris, place de l'Odéon, devant ce théâtre qui est le symbole de la culture et de l'art dramatique. Pourquoi ? Parce que je vous propose aujourd'hui une rencontre avec l'essayiste et historien Tsvetan Todorov, qui a justement consacré toute son œuvre à l'évolution de la culture française. Tsvetan Todorov a quitté la Bulgarie à 24 ans, il a quitté le totalitarisme communiste pour venir ici à Paris et réfléchir sur les possibilités que nous offre la démocratie. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il a écrit ce petit essai, Les ennemis intimes de la démocratie, où il réfléchit sur les contraintes que rencontrent nos démocraties actuelles. Je vous propose cette rencontre avec Tsvetan Todorov. Monsieur Todorov, vous êtes venu en France à l'âge de 24 ans, de Bulgarie. Pourquoi ? Par amour de la France, par amour des valeurs de la République et de l'esprit des Lumières ? J'avais à l'époque une image assez conventionnelle de la France. Je ne connaissais pas grand-chose aux valeurs de la République ou des Lumières. C'était plutôt les tableaux impressionnistes et les chansons d'Yves Montand et d'Édith Piaf qui représentaient pour moi la France. Mais Paris jouissait de la réputation, peut-être plus tout à fait méritée à cette époque, en 1963, de capitale des lettres et des arts. Et pour un jeune Bulgare de mon âge, de mon milieu, il n'y avait rien de mieux que de se rendre dans cette capitale pour essayer d'en décrocher quelques étincelles pour lui. C'était aussi le souffle de la liberté, vous qui avez vécu votre enfance et votre adolescence sous le communisme à Sofia. C'était le souffle de la liberté, très clairement. Mais ce souffle commençait aussitôt à traverser ce qu'on appelait à l'époque le rideau de fer, c'est-à-dire le moment où mon train, l'Orient Express, est passé de la Serbie en Italie. En Italie, déjà, c'était le souffle de la liberté. Donc, non, ensuite, il y avait quelque chose de plus particulièrement attirant vers Paris, je dirais, plus particulièrement. Je n'ai pas hésité un instant quand j'ai su que je pouvais partir. Parce que ce n'était pas juste un choix, c'était aussi une difficulté à surmonter, car nous n'avions pas le droit de quitter le pays librement. On n'avait pas de passeport, on n'avait pas de visa, donc tout cela a impliqué tout un travail préliminaire, de longs efforts qui ont abouti, dans mon cas, à ce voyage. Et vous n'avez pu retourner chez vous, dans votre pays d'origine, qu'après la chute du mur de Berlin après... Non, je suis retourné avant, mais j'étais devenu entre-temps citoyen français. Donc j'étais en quelque sorte protégé par mon passeport, ce qui me permettait d'aller et venir librement. Si je n'avais eu que mon passeport bulgare, je n'aurais pas osé rentrer en Bulgarie de peur que je ne puisse plus en ressortir. C'était d'ailleurs un rêve récurrent que je faisais. Je me retrouvais à Sofia et pour des raisons futiles, secondaires, fortuites, je ne pouvais plus en sortir. Je ratais le train. Donc je me réveillais avec des sueurs froides et je me disais « Ouf, je suis à Paris ». Vous avez écrit un magnifique livre sur l'esprit des Lumières, sur le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a un versant humaniste des Lumières. Est-ce que cela veut dire aussi qu'il y a un versant plus sombre des Lumières telles qu'on les entend aujourd'hui ? Les Lumières étaient une période de débats multiples et de synthèse de tout ce qui avait précédé.
Ce n'est pas une philosophie rigoureuse et systématique. Donc il y a à prendre et à laisser dans les Lumières, comme d'ailleurs dans les autres périodes du passé. Les ombres et les lumières des Lumières, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Entre autres parce qu'après avoir écrit sur l'esprit des Lumières, j'ai écrit un livre sur le grand peintre des Lumières, que je juge, moi, le grand peintre des Lumières, qui est Goya. Et ce livre s'appelle justement Goya à l'ombre des Lumières, parce que Goya a le mérite d'avoir entrevu les faces sombres des Lumières aussi bien que les faces brillantes. Parce que vous montrez bien que les Lumières, il y a des aspects des Lumières qui se sont manifestés dans la Chine de Confucius, ou bien au grand moment des, j'allais dire, des Lumières arabo-musulmanes en Andalousie au XIIe, XIIIe siècle. Pourquoi est-ce que c'est en France, en Allemagne, en Angleterre qu'au XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette forme de synthèse à cette époque-là, des siècles et des siècles après que déjà des prémices de cette grande pensée aient été semées dans d'autres civilisations? Oui, les prémices se retrouvent un peu partout, mais pas cet avènement systématique qui s'est produit au XVIIIe siècle. La réponse au pourquoi n'est pas évidente. L'une des raisons qui a facilité l'avènement des Lumières, c'est la multiplicité des centres de bouillonnement et de rayonnement en Europe même. Il n'y avait pas que Paris, loin de là, il y avait l'Écosse, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et même l'Espagne, puisque le grand peintre des Lumières se trouvait en Espagne, qui, par cette pluralité même, a facilité, accéléré l'avènement de ces idées. Il y avait aussi une tradition plus longue et aussi une évolution interne de la religion, du christianisme, qui était parvenu à cette époque à un stade où il pouvait se détacher de lui une doctrine laïque et profane que justement les Lumières ont incarnée, les Lumières qui doivent beaucoup au christianisme, mais sous une forme qui n'est plus celle d'une religion révélée, mais plutôt d'une morale et d'une anthropologie universelle, d'une science qui ne dépend que de l'observation et du raisonnement, et non plus de la révélation. Et non, la raison plutôt que la foi, si j'ose dire. Voilà, bien sûr. Et aujourd'hui, dans ce monde du début du troisième millénaire, où est-ce que vous percevez ce versant sombre, obscur des Lumières? L'un des versants sombres, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas l'un d'entre eux, c'est une idée que les hommes ont conçue à partir de cette époque, qui est que tout objectif est atteignable, qu'on peut tout faire et que l'être humain ne doit connaître de frein que provisoire. C'est ce qui a fait qu'une certaine pensée utopiste est née dans le sillon des Lumières, qui a été incarnée dans un premier temps par le colonialisme, qui s'est présenté comme un mouvement qui voulait apporter la civilisation au reste du monde, apporter les Lumières aux sauvages. Elle en a pris une toute autre forme avec le communisme au début du XXe siècle, lorsque de nouveau le rêve d'un avenir radieux et d'une table rase, d'une possibilité de créer un homme nouveau s'est affirmé à travers la doctrine communiste. Et puis beaucoup plus récemment, à notre époque, et justement depuis le début du XXIe siècle, on peut observer l'extension d'un autre rêve qui est celui d'apporter la démocratie et les droits humains au monde entier, y compris par des moyens violents. Les bombes et les missiles sont censés
imposer la démocratie chez les autres. Et cela ne se produit pas très facilement. Donc ceci aussi, nous le devons aux Lumières, cette prise de la place de Dieu par l'homme qui décide entièrement de son destin et qui considère qu'il n'a aucune limite qui doit le contraindre. Donc vous regardez avec un regard perplexe, sinon plutôt réprobateur, tous les rêves de la science, de l'homme sans limite, le transhumanisme, l'humanité augmentée, ou, j'allais dire, la non-limite, je dirais, du pillage, d'une certaine manière, des écosystèmes, de la nature par l'homme. C'est ça. Je retiens une formule de Montesquieu qui portait sur les régimes politiques. Et il disait quelque chose comme tout gouvernement sans limite risque d'être despotique et est illégitime. Et je pense aussi que dans d'autres domaines que la politique étrangère, cela se produit quand nous espérons, nous souhaitons que la technologie nous ouvre de nouveaux domaines et éventuellement transforme notre espèce en quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a plus à craindre qu'espérer. Vous avez écrit un autre livre passionnant que vous avez intitulé Les ennemis intimes de la démocratie, puisque vous parliez de la démocratie parfois imposée, si j'ose dire, par l'Occident au nom de l'esprit universaliste des Lumières. Et j'ai pointé tous les ennemis, enfin une série d'ennemis que vous avez mis en évidence au travers d'un débat d'ailleurs passionnant entre Saint-Augustin et Pélage. Vous parlez de messianisme politique, des guerres révolutionnaires de Napoléon, du projet communiste, vous parlez de la tyrannie des individus, du néolibéralisme, du populisme, de la xénophobie, des identités, je dirais, dures, fortes, qui referment l'homme sur lui-même. Tout ça, c'est un cocktail, tous ces aspects-là, tous ces angles de vue contre la démocratie, au travers de votre livre, qui est vraiment une boîte à outils, si j'ose dire, intellectuelle pour défendre le fondement de la démocratie. Tous ces angles vous inquiètent aujourd'hui, tous ces angles d'attaque de la démocratie? Ce livre est né d'un constat, c'est que l'ancienne opposition entre démocratie et totalitarisme, qui pour moi est constitutive de mon être, puisque je suis né dans un pays totalitaire et je suis venu habiter une démocratie libérale, tout ce combat, donc cette opposition, appartient aujourd'hui au passé. Je ne vois pas de danger pour la démocratie qui viendrait de l'extérieur, d'une négation de ses principes mêmes. Même s'il y a des attaques terroristes que nous subissons, on le sait bien, ce sont des situations déplorables, inquiétantes, mais qui ne mettent pas en danger le régime démocratique lui-même. La démocratie est suffisamment puissante, suffisamment forte pour se défendre contre ce type d'attaque. Et ce n'est même pas l'armée qui doit nous en défendre, c'est plutôt la police. Ce sont donc des attaques d'un niveau inférieur. Pour autant, la démocratie ne peut pas nous apparaître aujourd'hui comme étant entrée dans une phase de paix et maturité telle qu'elle domine et assure le bien-être de tous ses citoyens. Nous découvrons, et mon livre est un peu une tentative de décrire cette situation dans le détail, nous découvrons que certaines perversions, certaines évolutions de la démocratie représentent en fait aujourd'hui les dangers les plus graves qui la menacent. Et ces dangers, vous les avez énumérés, c'est en grande partie, donc, pour ce qui concerne les relations internationales, cette forme de hubris, comme disaient les Grecs, de démesure, qui nous fait croire que, avec un peu de force, on peut imposer le bien au monde entier et que tout le monde va nous admirer parce que nous incarnons
le meilleur régime politique possible, donc le néoconservatisme, qui n'a de conservatisme que le nom, qui est en réalité une forme de fondamentalisme démocratique, ce qui est assez paradoxal, mais cela existe, qui s'est manifesté dans les récentes guerres qu'a conduit le monde occidental contre l'Irak, l'Afghanistan, la Libye et d'autres pays en Afrique et en Asie. C'est aussi une rupture dans l'équilibre que représente la protection des droits de l'individu et des droits de la communauté à l'intérieur même de chaque pays, parce que la démocratie se définit un peu par cette double limitation. La liberté des individus limite la souveraineté du peuple. Le peuple est souverain, mais il n'a pas le droit de décider de tout dans la vie des individus, comme le faisaient les gouvernements socialistes communistes en Europe de l'Est, où on ne pouvait même pas choisir la marque de ses pantalons ou la longueur de sa jupe si on en portait. Quant au danger opposé, qui est celui d'oublier le bien commun, le souci de justice sociale, de communauté, c'est une chose que nous avons connue depuis la chute du mur de Berlin, qui s'est aggravée depuis que nos régimes ne rencontrent plus aucune limite, qu'ils triomphent sur tous les plans, et donc promeuvent effectivement un monde où les individus décident de tout et rien n'arrête leur puissance. Ce qui nous amène un peu à la liberté du renard dans le poulailler, car nous ne disposons pas les uns et les autres de la même puissance, et donc dire que tout le monde doit rester libre et faire comme il l'entend, et qu'il faut surtout empêcher que l'État ne s'y mêle et ne perturbe l'ordre naturel du marché, eh bien, ceci serait légitime dans un monde où déjà tout le monde disposerait d'une force égale, mais comme ce n'est pas du tout le cas, les faibles de ce monde, qui sont bien plus nombreux que les puissants, ont raison de vouloir imposer certaines limites à la puissance des individus. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui face au développement du droit à la différence, du droit des formes de fanatisme et de fondamentalisme aussi qui s'expriment de plus en plus aujourd'hui? Est-ce qu'on a raison d'avoir en partie peur des barbares? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des barbares? Est-ce que toutes les civilisations se valent? Toutes les civilisations ne se valent pas, donc dans ce livre, je m'emploie de faire des distinctions un peu plus fines, de voir en quel sens nous pouvons à la fois déclarer l'égalité de tous les êtres humains, l'égale dignité, mais de ne pas oublier l'histoire qui nous a conduits à travers des épreuves très différentes. Et on ne peut pas comparer une civilisation de l'écrit qui a duré des milliers d'années avec une civilisation purement orale, par exemple. Il y a donc de nombreuses différences que l'anthropologie et l'histoire ont pour tâche de consigner. Ce que je refuse en revanche, c'est de considérer que les civilisations entrent naturellement en guerre les unes avec les autres lorsqu'elles entrent en contact. Je pense que de ce point de vue, les civilisations obéissent à un slogan qui avait cours quand j'avais 30 ans, qui était « Faites l'amour, pas la guerre ». Et il me semble qu'elles font plutôt l'amour en ce sens qu'elles donnent naissance à des productions hybrides, métissées, qui sont le résultat de la rencontre entre civilisations. C'est ce qui caractérise toutes les civilisations du monde qui évoluent au fur et à mesure que le temps passe et qu'elles rencontrent
des voisins différents ou que la hiérarchie au sein de chaque civilisation entre les groupes qui la constituent se transforme à son tour. Il y a bien entendu des fanatismes, il y a des extrémismes que l'on doit combattre, mais ce n'est pas le propre des civilisations, c'est le propre de tel ou tel régime politique. Donc, confondre les rivalités politiques et les combats politiques avec les contacts entre civilisations me semble déroutant. En tout cas, nous conduisant loin de ce qui devrait être nos préoccupations. Vous avez commencé votre vie comme bulgare, vous êtes aujourd'hui français. Est-ce que c'est la plus belle symbolique de l'Europe aujourd'hui? C'est sa pluralité? C'est ça la force de l'Europe aujourd'hui? Je sais que vous en parlez dans vos derniers livres, mais est-ce que c'est ça le rêve européen pour vous, par votre parcours existentiel, c'est quelque chose de puissant? J'aurais beaucoup de mal à me voir, moi, comme une incarnation de l'espoir de l'Europe. Mais je peux dire que la pluralité intérieure me semble être une véritable caractéristique de l'Europe. L'Union européenne se présente comme un ensemble de 500 millions de personnes sur une surface comparable à celle des États-Unis ou de la Chine, avec toutefois cette grande différence qu'il y a 28 pays différents, avec des langues différentes, avec des traditions différentes, une expérience différente, des mœurs différentes, de sorte qu'il suffit pour vous de passer par le Thalys de Bruxelles en France et vous sentez que certaines choses ne se passent pas ici comme là-bas et réciproquement. Et cette différence est, dans certains cas, et je pense dans le cas de l'Europe, positive, fertile, alors même que dans le passé, ces différences ont conduit à des guerres incessantes. Il suffit de penser que les guerres recevaient le nom du nombre d'années qu'elles duraient. Guerre de 30 ans, guerre de 7 ans, guerre de 100 ans. Donc les différences n'avaient pas que du bon. Mais dans un monde où la guerre est devenue impossible, et c'est quand même le premier mérite de l'Union européenne, absolument, de la communauté européenne, ces différences sont un plus. Ce qui ne veut pas dire que tout va pour le mieux dans l'Union européenne. Nous le découvrons tous les jours qu'elle pourrait être encore mieux. Mais comme il s'agit d'une union volontaire, non pas comme une union imposée, comme du temps de Charlemagne, de Napoléon ou d'Hitler, eh bien, il faut que nous procédions petit pas par petit pas. C'est très lent, parfois frustrant, mais c'est le prix de notre liberté aussi. Comme linguiste, vous vous êtes beaucoup intéressé, vous avez beaucoup écrit sur la littérature, sur les contes, sur la poésie. Et j'ai été très charmé par votre livre sur les aventuriers de l'absolu et sur le parcours que vous décrivez de Oscar Wilde ou de Rainer Maria Rilke, qui ont mis d'une certaine manière l'art, la création esthétique avant leur bonheur personnel, pour simplifier très très fort. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous pensez que rechercher le sens de la vie par l'esthétique, par l'œuvre d'art, est un sens absolument fondamental aujourd'hui dans le monde qui est très marchandisé, qui est très matérialiste, si j'ose dire? Il y a une formule qu'on trouve dans un roman de Dostoïevski qui était « La beauté sauvera le monde ». Et cette formule est à entendre en un sens assez particulier, car la beauté n'est pas la joliesse des cartes postales, des œuvres d'art, mais plutôt la beauté de la vie.
Et la vie est belle, cela veut dire qu'elle est riche de sens, qu'elle est complète, qu'elle ouvre des perspectives infinies pour chacun de nous. Et je pense que de ce point de vue, la créativité, la création artistique et littéraire offre un exemple d'une certaine concentration que nous ne trouvons pas toujours dans la vie quotidienne. Mais en même temps, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Éloge du quotidien » et je ne renonce pas à ce qu'on mène une vie quotidienne qui, elle aussi, atteigne la même densité. C'est un peu plus difficile. Tsvetan Todorov, un tout grand merci pour cette belle rencontre. Merci à vous.